Donc, Madame Aubry, vous êtes la directrice du collectif Territoire Oui, et on a appris récemment que le gouvernement allait vous octroyer un montant de 380 000 $ pour la restauration du lac Ossisco. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? oui, tout à fait. En fait, ce financement-là provient de trois ministères différents. Il y a le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le ministère du Tourisme et le ministère de l'Environnement. Et ce sont des financements, en fait, pour nous permettre d'avancer dans le projet de réhabilitation et de mise en valeur du lac Ossisco. Donc, à la fois au niveau environnemental, pour travailler la concertation des acteurs pour trouver des solutions adaptées aux différentes problématiques environnementales du lac Ossisco, aussi pour développer des nouvelles expériences qui vont mettre en valeur le patrimoine naturel, culturel du lac Ossisco pour la population et pour les visiteurs, puis aussi pour poursuivre toutes les actions de mobilisation, de créativité, des activités communautaires qui sont associées au projet de réhabilitation du lac Ossisco. Pourquoi il y a des activités un peu plus artistiques, culturelles liées à ce projet-là? Bien, nous, on croit beaucoup, premièrement, au pouvoir de l'intersectorialité, c'est-à-dire de faire travailler ensemble les gens du milieu des arts et de la culture, le milieu scientifique, le milieu industriel. On pense vraiment au collectif Territoire que devant l'ampleur des défis environnementaux et sociaux qu'il y a devant nous, bien, c'est important d'être capable de briser les silos et de travailler ensemble, de mettre nos forces en commun pour travailler ensemble. Fait que ça, c'est la première des choses. Puis, au niveau environnemental, bien, si on est capable de développer une approche artistique, une approche sensible aussi qui nous fait développer davantage encore de liens finalement à la nature, ben ça va nous donner envie de la préserver davantage. Et pourquoi avoir choisi le lac Ossisco comme premier projet pour le collectif Territoire? En fait, ça s'est un petit peu imposé en soi, le lac Ossisco, parce que c'est un lac qui est situé en plein centre, en plein cœur de la ville de Rouyn-Noranda. C'est un lac qui est déjà très aimé par la population. Tout le monde a une histoire avec le lac Ossisco. Tout le monde a un petit quelque chose à dire à propos de ce lac-là. Puis en même temps, c'est un lac qui a été très impacté au fil des années par la présence humaine, l'urbanisation, l'activité industrielle. Donc tout ça, ça a contribué à faire en sorte que ce lac-là est en moins bonne santé qu'il pourrait l'être. Alors, c'était un défi qui était à la hauteur de ce qu'on voulait pour justement apprendre à travailler ensemble en intersectorialité. Parce que le but, c'est vraiment ça, c'est de travailler ensemble. Et de quelle façon vous travaillez ensemble sur le projet? Bien, vraiment de plein de façons. En fait, le projet La Cosco, dans les faits, c'est plein de projets. Donc, il y a différents projets à travers ça. Je peux vous donner un exemple. Il y a un groupe de travail en environnement qui est formé à la fois de gens qui viennent du milieu universitaire, du cégep, de centres de recherche, des gens aussi qui sont associés à des entreprises industrielles, des entreprises de consultants en environnement, des organismes environnementaux. Donc, il y a vraiment des gens qui viennent de différents domaines, qui travaillent ensemble à imaginer quelles pourraient être les meilleures solutions pour le lac Ossisco. Il y a aussi des projets qui sont faits en collaboration avec à la fois des organismes culturels, de loisirs, des artistes, tout ça, qui travaillent ensemble pour développer des expériences. Donc, c'est vraiment en mettant des projets puis des gens ensemble avec un objectif qui n'est pas le grand projet au grand complet parce que là, ça serait difficile. Fait qu'il faut morceler en plus petits projets, puis là, monter des équipes sur mesure qui, elles, combinent différents profils, différentes expériences, différents talents. J'ai vu sur votre page YouTube que vous aviez tenté quelque chose l'été passé, c'est de mettre des espèces d'îles flottantes avec des plantes dessus dans le lac. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce projet-là? Oui, en fait, les îlots flottants végétalisés, c'est une technologie qui est utilisée plus dans le sud du Québec puis dans des pays en Europe. L'idée, c'est sur une surface flottante, de planter différentes plantes qui ont des propriétés intéressantes au niveau notamment de la filtration de contaminants, tout ça, qui sont plantées. Puis là, leur système racinaire va être dans l'eau et va faire son travail de filtration. Donc, le projet qu'on a mis en place, c'est un projet pilote, non pas parce qu'on pense dépolluer le lac là, avec ça,
parce que c'est sûr que ça en prendrait beaucoup plus, mais c'était pour finalement tester la viabilité de ce genre de solution-là. Alors, on a installé les îlots flottants à la fin de l'été l'an dernier. Un petit peu plus tard que ce qu'on aurait voulu, là, ça leur a été mis encore plus au début de l'été. Puis là, avec le gel, les plantes sont tombées en dormance. Puis là, avec le printemps qui arrive, le dégel qui arrive, les plantes vont se réveiller. Et là, c'est ça qu'on veut savoir. Est-ce qu'elles vont avoir survécu à l'hiver et se remettre à fonctionner finalement, ce qui nous démontrerait qu'elles sont capables de survivre là, à un cycle complet des saisons. Et là, ça nous démontrerait que cette solution-là peut être viable à long terme. Donc, on va en savoir un petit peu plus dans les prochains mois à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a Voilà. d'autres projets qui permettraient de dépolluer le lac dont vous pouvez nous parler? Bien là, dans le fond, à cette étape-ci, on a quand même beaucoup d'idées de c'est quoi les différentes problématiques. C'est comme un mélange de solutions. C'est sûr que ce qui va être important de développer, c'est des solutions pour traiter finalement qu'est-ce qui continue à rentrer dans le lac, les eaux de ruissellement, les eaux pluviales, des choses comme ça qui peuvent arriver. Puis aussi, c'est ça, c'est finalement de continuer à connaître l'ensemble des problématiques pour développer des solutions adaptées. Mais ces solutions-là, la plupart existent déjà. C'est pour ça qu'on a un groupe de travail en environnement puis des partenaires dans le milieu scientifique, dans le milieu industriel, parce que, tu sais, de notre côté, puis c'est pour ça que je ne veux pas m'étendre sur les solutions, c'est parce que moi-même, je ne suis pas une scientifique. Nous, le collectif Territoire, ce qu'on fait, c'est de mettre les gens ensemble, les expertises ensemble, puis après ça, c'est surtout de mettre en œuvre les recommandations qui auront été faites et validées largement. Donc, à cette étape-ci du projet, on est encore beaucoup à l'étape de comprendre toutes les problématiques parce que ce sont des écosystèmes, ce sont des choses qui sont toutes liées les unes aux autres. Donc, on ne voudrait pas qu'en mettant en place une solution, on cause un autre problème, par exemple. Fait que c'est vraiment important d'avoir une bonne compréhension. Alors, c'est pour ça qu'on s'entoure de gens. Puis pour l'instant, on est plus à l'étape justement de projets pilotes ou d'essais de laboratoire qui vont nous permettre de tester le potentiel de certaines solutions, mais sans encore les mettre dans le lac, justement pour ne pas créer d'impact indésirable. J'ai vu dans un article de journal qu'un représentant du collectif Territoire disait que bientôt, vous alliez pouvoir passer à la phase 2. C'est quoi la phase 1, 2, 3? En fait, le projet La Cosco, on l'avait divisé en 3 grandes phases. Il y avait une phase qu'on a terminée, qui était la phase 1, qui était une phase de mobilisation essentiellement. Tu sais, l'idée, c'était de parler du projet, de mobiliser la communauté, aussi les gouvernements autour du projet, de démontrer la pertinence de ce projet-là. Ça s'est étalé, cette phase-là, de 2018 à 2021. Là, on est au début de la phase 2 du projet, qui est justement une phase où est-ce qu'on est plus dans la concrétisation. Quelles seront les solutions, quels sont les problèmes, quelles seront les solutions à mettre en place, de quelle façon aussi on met en valeur le lac, quelles expériences on peut développer autour du lac, tout ça. Fait que ça, c'est une autre phase. Puis finalement, la dernière phase du projet, c'est une phase de déploiement de ces solutions-là, d'évaluation, puis aussi, on ne se le cachera pas, un écosystème qui a été endommagé pendant quelques décennies, ça ne va pas prendre juste 4 ans pour le réhabiliter. Donc, quand on parle de l'échéance 2026, là, pour le 100e anniversaire de la ville de Rouyn-Noranda, c'est sûr qu'on a en tête l'idée que les actions de mise en valeur soient très avancées puis que les solutions pour la réhabilitation aient été trouvées. Ceci étant dit, les impacts de cette solution-là et la régénération du lac, ça va prendre plus de temps que ça, là. Donc, l'objectif, c'est vraiment que pour le 100e de la ville de Rouyn-Noranda, la plupart des solutions soient déjà mises en place? Oui, c'est ce qu'on espère, effectivement. Parfait. Mais elles n'auront pas forcément encore eu tout leur effet bénéfique, mais on espère avoir quand même pas mal installé là, la plupart des solutions. Oui. OK, donc c'est vraiment un travail sur le long terme, là. Quand on parle d'environnement puis d'écosystème, c'est sûr que c'est un travail sur le long terme, puis il faut vraiment aussi penser à toute la dimension
d'éducation à l'environnement, de sensibilisation, parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand on veut parler d'un écosystème qui est endommagé, c'est des solutions multiniveaux. Donc oui, il y a des solutions qui sont plus liées au lac en tant que tel, à des choses qu'on peut faire sur le terrain. Mais après ça, il faut penser à l'intégrité des berges, il faut penser à tout le bassin versant, au comportement des citoyens, aux pratiques en termes d'urbanisme. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Alors ça, ce n'est pas des choses qu'on est capable de régler du jour au lendemain. C'est des choses qui passent par la transformation de nos comportements, la transformation de nos pratiques, des prises de conscience au niveau environnemental de comment est-ce qu'on traite nos cours d'eau au Québec et ailleurs. Donc, c'est ça, c'est vraiment, on vise quand même aussi à avoir une certaine portée là, transformationnelle à travers ce projet-là. Donc, c'est sûr qu'il faut se donner le temps aussi. Ouais. Est-ce que le projet prévoit de la sensibilisation auprès des citoyens? Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est déjà commencé. Notre principal public, on veut éventuellement toucher tout le monde, mais c'est sûr qu'on mise tout particulièrement le public des jeunes parce que c'est pour eux qu'on fait ce projet-là pour les prochaines générations. Premièrement, pour donner de l'espoir, montrer que oui, ça se peut des adultes qui se mettent ensemble pour travailler pour l'environnement, pour le bien, pour les écosystèmes, puis aussi pour sensibiliser justement, puis faire mieux connaître, parce qu'on connaît très peu comment ça fonctionne un lac, un bassin versant, ces choses-là. C'est des choses qu'on n'apprend pas forcément tant que ça dans la vie. En tout cas, moi, j'avais pas tant de connaissances que ça à ce niveau-là. Donc, on veut vraiment faire mieux comprendre aux gens comment ça fonctionne, puis comment est-ce que nos comportements peuvent avoir un impact sur les lacs, mais pas seulement nos comportements individuels, justement aussi plus largement nos choix de société. Donc, c'est tout un volet qui est très important pour nous, l'éducation, puis la sensibilisation, puis d'impliquer les jeunes dans le projet. Donc, on travaille beaucoup avec les écoles du primaire à l'université, à différents niveaux, avec des projets scolaires, des ateliers, des projets de session au cégep, à l'université, tout ça. C'est intéressant. En terminant, j'aimerais ça revenir sur le fait qu'on peut faire des choses pour la pollution qui s'en vient, mais pour celle qui est déjà faite, il n'y a rien qu'on peut faire. Il faut attendre que ça s'en aille. Non, il y a des choses qui peuvent être faites. C'est juste que il faut, si on parle, par exemple, j'ai l'impression que vous faites référence là, aux sédiments là, qui sont contaminés dans le fond du lac. Il y a des choses qui peuvent être faites. C'est seulement qu'il faut vraiment bien réfléchir les solutions parce qu'il ne faudrait pas non plus remettre en suspension dans ce qu'on appelle la colonne d'eau, dans l'eau, ce qui actuellement est relativement stable dans le fond. Donc, c'est là-dessus qu'il y a de la connaissance à développer. Il faut vraiment bien penser les techniques pour être sûr qu'en éliminant un problème, on n'en cause pas un autre. Donc, il y a tout un aspect qu'il faut penser ça de manière globale, écologique pour avant d'avancer plus puis de possiblement causer des problèmes. Là. Donc, c'est pour ça qu'on aime mieux pas aller trop vite, mais une fois être en action, être sûr que c'est avalisé à la fois par les scientifiques, par les groupes environnementaux, puis qu'on est vraiment à l'aise avec ce qu'on va faire, puis qu'on est en confiance que ça va réellement amener du bon. Et d'ailleurs, avec la phase 2, si je ne me trompe pas, qui est plus une phase de recherche, on va pouvoir trouver c'est quoi ces solutions-là, n'est-ce pas? Bien, c'est ce qu'on vise. Comme là, on travaille beaucoup déjà avec des chercheurs, entre autres à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, avec le Centre technologique des résidus industriels du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, d'autres universités aussi. Donc, il y a beaucoup de projets de recherche qui sont en cours parce que, tu sais, vous savez, c'est une grande responsabilité d'intervenir dans un écosystème. C'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il faut vraiment être conscient de notre responsabilité à cet égard-là, puis de concevoir tout l'équilibre fragile parce que dans le fond, puis de se souvenir, c'est quoi vraiment les raisons pour lesquelles on fait ça? Parce qu'un lac, à la base, existe en lui-même. On ne veut pas seulement ça pour l'usage des humains. Là. Les poissons l'utilisent, les oiseaux l'utilisent, puis c'est tout un équilibre. Donc, il y a vraiment une recherche à faire. Je vous donne un exemple. Il y a des grèbes joues-gris, qui est une espèce emblématique du lac Ossisco, un oiseau nicheur qui se retrouve au lac Ossisco. On ne voudrait pas, par exemple, faire des interventions qui fassent en sorte de déséquilibrer l'habitat du grèbe joues-gris, par exemple. Donc,
il y a quand même beaucoup de travail à faire pour comprendre tout ça. Merci beaucoup, Madame Aubry, d'avoir été là aujourd'hui. Je vous remercie à vous.